L'intérêt des produits d'origine animaux est qu'ils sont riches en protéines. En ce qui concerne la viande rouge, on va retrouver des protéines, des lipides, très peu de glucides, des vitamines du groupe B, avec une vitamine qui est particulière aux produits d'origine animale, qui est la vitamine B12. Dans le lait, on va retrouver des protéines, mais également du calcium. Et l'œuf est une source intéressante de protéines, de vitamine B12. Et il est riche également en lipides, mais plutôt des lipides saturés. En fait, il est extrêmement simple de trouver tous les nutriments qu'on trouve dans la viande ailleurs, hormis le cas de la vitamine B12. Donc je reviendrai après sur le cas de la vitamine B12 qui est particulier. Mais en dehors de la vitamine B12, il n'y a pas un seul nutriment qu'on ne puisse trouver facilement ou très facilement ailleurs. En ce qui concerne les protéines, c'est très simple. En fait, les animaux eux-mêmes sont incapables de fabriquer les protéines ex nihilo. Ils les trouvent en consommant des céréales, des légumineuses. Donc, il y a trois grandes sources de protéines végétales. Ce sont les céréales, que tout le monde connaît, le blé, le maïs, le riz et d'autres céréales moins communes. Et les légumineuses, que les gens connaissent moins déjà, lentilles, haricots secs, fèves, pois, pois cassés, soja, plus les oléagineux, noix, noisettes, amandes. Et ces trois sources de protéines, céréales, légumineuses, fruits oléagineux, sont d'excellentes sources de protéines qui permettent de couvrir tous les besoins facilement. Alors, est-ce qu'elles peuvent couvrir les besoins à elles seules ou est-ce qu'il faut plutôt les associer entre elles pour que ça marche? L'intérêt d'associer céréales et légumineuses, c'est que ça permet de consommer moins de protéines pour le même résultat. Si vous vous retrouvez dans une situation de famine et que la ressource alimentaire est très rare, dans ce cas, il y a un intérêt à faire une association légumineuse-céréales. En dehors de ce cas de figure, en fait, il est très facile de couvrir des besoins en dehors de ce cas de figure particulier. Le vrai problème, en fait, c'est l'excès de consommation en protéines. Si on regarde les études qui ont été publiées, en général, monsieur tout le monde mange entre 40 et 60% de protéines en trop. Et si on prend le cas particulier des végétariens, donc ceux qui consomment absolument aucune viande, ils ont tendance en moyenne à manger entre 20 et 40% de protéines en trop. Donc le vrai problème, en fait, c'est pas la difficulté à trouver des protéines dans le règne végétal. Le problème, c'est de ne pas en consommer trop. Donc, oui, finalement, si on décide de devenir végétarien, on n'a pas besoin de faire particulièrement attention à ce qu'on va manger ou d'associer entre elles céréales et légumineuses. On se contente de manger ce qu'on mange d'habitude, simplement. Alors, si on souhaite devenir végétarien, c'est quand même bien d'associer céréales et légumineuses, non pas à cause des protéines en elles-mêmes, mais pour d'autres raisons. Parce que les légumineuses ont des bénéfices pour la santé, notamment en termes de prévention du diabète de type 2, qui fait que c'est quand même intéressant. Donc on a intérêt à avoir une alimentation variée qui comprend des légumes, des fruits, des céréales, des légumineuses, des oléagineux, mais c'est pour d'autres raisons que la difficulté, la soi-disant difficulté à trouver des protéines. En fait, on peut le dire de manière très simple, les protéines sont un faux problème. Il est extrêmement facile de trouver dans l'alimentation des glucides, des protéines, des lipides. L'alimentation occidentale moderne a tendance à contenir trop de macronutriments, donc trop de protéines, trop de glucides et trop de lipides, et parfois pas suffisamment de micronutriments. Donc en fait, bon, si vous prenez la décision de consommer aucune viande, il faut vous assurer de manger régulièrement des céréales et des légumineuses. Et si vous si vous prenez cette précaution-là, vous n'aurez strictement aucun. Si vous prenez cette précaution-là, vous n'aurez strictement aucun problème pour couvrir vos besoins. Donc, on a parlé des protéines, alors maintenant les lipides, donc on peut aussi les trouver dans le règne végétal. Alors, il est extrêmement facile de trouver des lipides dans le règne végétal. Donc des bonnes sources de lipides dans le règne végétal, ce sont les oléagineux, noix, noisettes, amandes, qui sont riches en graisses polyinsaturées. Ce sont également les huiles, huile d'olive, huile de colza.
Et ce qui est intéressant, c'est que les études montrent justement que les végétariens, spontanément, même ceux qui n'ont pas tellement de connaissances, ont tendance à avoir un ratio graisse polyinsaturée, dite des bonnes graisses, sur graisse saturée, dite mauvaise graisse, qui est plus optimale que l'alimentation omnivore, tout simplement parce que spontanément, les végétariens auront tendance à consommer moins de graisses saturées. Donc globalement, c'est plus facile d'avoir un bon équilibre en lipides lorsqu'on est végétarien que lorsqu'on est omnivore. Mais honnêtement, si on le veut, on peut tout à fait composer une alimentation omnivore équilibrée en graisse. Il suffit de ne pas abuser des produits d'origine animale et de consommer de larges portions de graisse polyinsaturée. On peut y arriver également. Quid de la vitamine B12? Alors, il faut dire que la vitamine B12, c'est vraiment le talon d'Achille des alimentations végétariennes et surtout végétaliennes, parce qu'on trouve de la vitamine B12 dans les œufs, dans le lait. Par contre, on n'en trouve pas dans le règne végétal, ou alors on en trouve très difficilement. Et donc si on est végétarien, en fait, on va pouvoir se débrouiller entre les œufs et le lait, on va pouvoir couvrir relativement bien ses besoins en vitamine B12. Par contre, si on est végétalien, là, il faut s'assurer d'une supplémentation correcte. Néanmoins, j'insiste sur le fait que la carence en vitamine B12 est très fréquente également chez ceux qui mangent de la viande après 60 ans, car on perd la capacité à l'absorber. Il y a entre 20 et 30% de carence en vitamine B12 au-delà de l'âge de 60 ans, tout simplement parce que les personnes âgées n'arrivent plus à détacher la vitamine B12 des protéines. Donc je pense que la supplémentation devrait être proposée à de nombreuses personnes qui sont âgées de plus de 60 ans. En fait, il faut se poser deux questions. Est-ce qu'on peut se passer totalement de viande? Et l'autre question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'il y a un intérêt pour la santé à arrêter complètement la viande? Alors la question de savoir si la viande est absolument nécessaire pour vivre ou pas a été résolue et depuis longtemps sur le plan scientifique. Bon, en science, si quelque chose est nécessaire, il va y avoir un problème qui va survenir en l'arrêtant. Si vous arrêtez de respirer, bon, vous allez mourir en quelques minutes. Alors, si vous arrêtez de manger de la viande, si la viande est nécessaire, on devrait voir augmenter la mortalité globale. Aussi, on devrait voir augmenter la morbidité, c'est-à-dire la survenue de certaines maladies. Or, les études montrent que soit la mortalité globale est identique, soit elle diminue. Et si on fait une étude d'études, c'est-à-dire que si on met sur la table toutes les données dont nous disposons, globalement, la mortalité globale des végétariens est inférieure à la mortalité globale des omnivores. Donc on est sûr maintenant que la viande n'est pas nécessaire pour être en bonne santé. Maintenant, il y a des arguments pour penser que les végétariens peuvent être en meilleure santé. Donc déjà, on le voit sur la mortalité globale, mais si on étudie certaines maladies spécifiques, notamment les infarctus du myocarde, on constate que très nettement, les taux de cholestérol sont inférieurs chez les personnes qui ne mangent pas du tout de viande ou celles qui en mangent peu. Et ça explique le fait que la mortalité par maladie cardiovasculaire est largement inférieure chez les végétariens que chez les omnivores. Donc les végétariens sont moins souvent malades? Eh bien, ça dépend de la façon dont vous mangez. En fait, si vous êtes végétarien, mais que techniquement votre alimentation est très riche en graisses saturées, c'est possible de le faire. Si vous mangez beaucoup de gâteaux, de confitures, de fruits, etc., vous pouvez tout à fait être même en moins bonne santé qu'un omnivore qui a une alimentation très, très bien équilibrée et qui mange relativement peu de viande. Mais ce qu'on constate, c'est que globalement, les végétariens ont tendance à aller plus vers les aliments bons pour la santé, comme les légumes, les fruits, les céréales complètes, les légumineuses, les oléagineux. Donc, globalement, les végétariens ont tendance à être en meilleure santé. Alors, il y a Monsieur Tout-le-Monde qui mange de tout, qu'on appelle omnivore dans les articles scientifiques, mais aussi dans la vie de tous les jours, on peut appeler Monsieur Tout-le-Monde les omnivores. Ensuite, il y a les végétariens. Les végétariens
pour diverses raisons, raisons éthiques, pour la santé ou pour des raisons environnementales, refusent de consommer tous les animaux. Donc ils refusent la chair animale. Donc le végétarien ne consommera ni viande rouge, ni volaille, ni poisson. Le végétarien ne consommera ni viande rouge, ni volaille, ni poisson. Ensuite, vous avez les végétaliens qui ne consomment aucun produit d'origine animale, ce qui inclut le lait, les œufs et les produits dérivés. Donc c'est extrêmement simple, les végétariens, aucune chair animale. Les végétaliens, c'est comme les végétariens, mais en plus, ils ne consomment aucun produit d'origine animale, ce qui inclut le lait, les œufs et également les produits dérivés. Et les véganes, ce qu'on appelle les véganes, c'est un terme un peu nouveau. Les véganes, ça inclut ce qui n'est pas alimentaire. Le vegan va éviter de porter de la fourrure, de porter du cuir, d'utiliser de la laine, parce qu'il ne veut pas porter préjudice aux animaux. Donc ça sort du champ de la nutrition, de l'alimentation. Là, on rentre clairement dans le champ de l'éthique. Et un vegan, c'est un végétalien qui va jusqu'au bout de la logique et qui fait de son mieux, on peut dire, pour éviter de faire souffrir les animaux. On peut dire des choses comme ça. Alors vous êtes les trois à la fois? Non, ben non. Alors, moi effectivement, je suis vegan et je suis cofondateur d'une association qui s'appelle Association de professionnels de santé pour une alimentation responsable. Et l'un des buts de l'association, c'est justement d'encourager les gens à avoir une alimentation qui est plus éthique sur le plan de la santé, de l'environnement, mais également sur le plan éthique, parce que c'est vrai que scientifiquement, on ne peut pas nier que les animaux ont cette capacité à ressentir la douleur, et ce serait totalement stupide et de mauvaise foi de dire que ce n'est pas un problème de faire souffrir inutilement les animaux si on peut l'éviter. Et ce qu'on appelle les facteurs de confusion ont été démêlés dans les bonnes études qui ont été publiées. J'ai éliminé les études qui ne comparaient pas ce qui était comparable. On essaye c'est pas qu'on essaye, on constitue des groupes pour lesquels le taux de tabagisme, la fréquence avec laquelle un sport est pratiqué sont identiques entre les deux groupes. Sinon, l'effet qu'on voit n'est pas dû à l'alimentation, mais à d'autres facteurs. Donc, bien évidemment, lorsqu'on fait de bonnes études épidémiologiques, on élimine les facteurs qui n'ont aucun rapport avec l'alimentation. Alors, est-ce que la viande peut être toxique en elle-même? On a des arguments pour dire ça. Et les arguments, c'est que la viande, elle est proposée, encouragée parfois parce qu'elle est riche en fer. C'est vrai que la viande est riche en fer facilement assimilé, ça c'est incontestable. Mais le fait qu'elle soit bien assimilée n'est pas forcément si positif que ça, parce qu'elle est bien assimilée. Le fer héminique qu'on trouve dans la viande est bien assimilé, mais il a un pouvoir oxydant qui est fort. Et on pense que la relation entre consommation de viande et cancer du côlon est probablement due en partie à la présence de fer héminique dans la viande. Alors, il y a d'autres problèmes. Lorsque vous faites cuire la viande, vous pouvez créer des amines hétérocycliques. Lorsque vous faites cuire la viande, vous pouvez créer des composés qu'on appelle des amines hétérocycliques qui sont potentiellement cancérigènes. De plus, lorsqu'on consomme de la viande, on a tendance à consommer moins les protéines végétales. Or, la viande est souvent associée à une absence de fibres alimentaires et une abondance en graisses saturées, alors que les protéines d'origine végétale sont plus associées, pas toujours, mais aux fibres alimentaires, ainsi qu'à une absence ou une moindre richesse en lipides saturés. Ce qui fait que lorsque vous consommez de la viande, non seulement vous consommez plus de composés potentiellement cancérigènes, mais vous consommez moins de composés qui protègent du cancer.
je pense aux fibres alimentaires qui protègent contre le cancer du côlon. Alors, nous pouvons prendre quelques exemples. Il suffit de voir ce qui se passait en France il y a 70 ans. En fait, sans le savoir, tous les Français, ou presque tous les Français, mangeaient à forte tendance végétarienne il y a 70 ans. Enfin, à cette époque-là, on mangeait de la viande une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, et on ne se disait pas végétarien, on se disait omnivore, et pourtant on mangeait végétarien 6 jours sur 7, voire 14 jours sur 15. Et ça marchait très bien, tout simplement parce que les gens trouvaient facilement leurs protéines dans les céréales, dans les légumineuses, et la viande était un plat de luxe. Et si on regarde les alimentations dans les autres civilisations et à d'autres époques, en fait, globalement, l'humanité a toujours été à tendance végétarienne. Si vous prenez la façon de s'alimenter en Afrique du Nord, bon, on associe le blé et les pois chiches, ce qui permet d'avoir un très bon apport de protéines. Et puis, on mettait quelques morceaux de viande de temps en temps. Au Mexique, c'était l'association maïs-haricots secs. Et pareil, la viande était relativement marginale. Ce n'est qu'après que la société a évolué. Ce qui s'est passé, c'est que la viande est devenue beaucoup moins chère à produire. Comme elle a été beaucoup moins chère à produire, elle était plus facile d'en manger. Mais ça n'a aucun rapport avec l'équilibre nutritionnel. On a vécu pendant des siècles en étant tous quasiment végétariens sans le savoir, tel Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir, et nous faisions du végétarisme sans le savoir. Alors, si on regarde l'anatomie de l'être humain, on est plus proche du végétarien strict que du carnivore strict. Ça, clairement, si vous regardez l'anatomie, la dentition, l'intestin d'un lion, que vous comparez à la dentition à l'intestin d'une vache, bon, nous ne sommes pas une vache, mais clairement, on est plus proche des herbivores que des carnivores en ce qui concerne l'anatomie. Maintenant, l'être humain est capable de s'adapter. Je pense qu'effectivement, on est omnivore dans le sens qu'on est capable de s'adapter à diverses situations. Alors, est-ce que, par exemple, la consommation de viande peut se justifier dans certains cas? Si vous êtes dans une situation où vous n'avez pas du tout d'accès aux protéines végétales, dans une situation extrême où c'est impossible de manger, c'est évident que le fait de consommer de la viande va vous dépanner. C'est ce que font les Inuits. Tout à fait. Les Inuits, c'est un exemple où la seule source de protéines possibles sont les protéines animales. Donc ça permet de vivre. Mais maintenant, justement, les études sur la mortalité globale ont montré que ce n'était pas de l'alimentation optimale, celle qui permettait d'être en meilleure santé sur le long terme. Donc l'homme est omnivore dans le sens qu'il est capable de s'adapter à différentes situations. Il est capable d'augmenter sa ration de protéines animales dans les situations critiques, dans les situations où il y a pénurie alimentaire. Maintenant, si on regarde ce qui se passe sur la santé, l'homme est clairement un animal à forte tendance végétarienne. Alors, le commentaire qu'on peut faire sur les recommandations nutritionnelles officielles en France, c'est que ce n'est pas des recommandations qui essayent d'être rigoureuses sur le plan scientifique. Bon, elles essayent peut-être d'encourager à consommer plus de fruits et légumes, mais c'est tout. Alors, elles sont très floues, elles sont très contradictoires parce que d'un côté, les documents officiels disent qu'il ne faut pas dépasser 100 grammes, 200 grammes de viande par semaine pour éviter le cancer du côlon. Mais d'un autre côté, le programme national nutrition santé encourage à consommer 1 à 2 fois de la viande par jour. Donc si on lit textuellement le programme national nutrition santé, on peut manger de la viande rouge au repas du midi, au repas du soir, tous les jours. Et on rentre dans les critères du programme national nutrition santé. On sait très bien qu'à ce niveau-là,
on augmente le risque cardiovasculaire, parce qu'on va manger trop de cholestérol, trop de graisses saturées qui vont obstruer les artères du cœur, et on sait très nettement qu'on va augmenter les risques du cancer du côlon. Bon, ce qui fait que le programme national nutrition santé sont probablement une sorte de document visant à encourager une meilleure pratique nutritionnelle, mais certainement pas la pratique nutritionnelle qui serait optimale pour la santé. Bon, ce qui est sûr, c'est que dans les recommandations nutritionnelles, on cherche à ne pas heurter les sensibilités, on n'ose pas dire les choses vraiment telles qu'elles sont. Parce que c'est important de donner le choix aux gens, on n'est pas là pour dire aux gens ce qu'ils ont à faire, mais on est là pour leur donner des éléments scientifiques et de leur dire voilà ce que pourrait être une alimentation optimale pour la santé, éventuellement pour l'environnement, ce qui serait une façon d'encourager une meilleure pratique alimentaire. Mais les recommandations nutritionnelles françaises sont extrêmement timides. On sait très bien, ça c'est quelque chose de factuel, qu'en fait on pourrait tout à fait se passer de la consommation de produits animaux, notamment de viande, mais on n'ose pas dire ça de manière claire. On donne l'impression qu'on a besoin de manger de la viande. En fait, on n'a pas besoin de manger de la viande, simplement c'est quelque chose qui fait partie de notre culture, c'est très ancré dans les habitudes, et c'est vrai que bon, on pourrait pas, ce paraîtrait pas sérieux de proposer des recommandations nutritionnelles avec zéro viande, ça je le comprends tout à fait, mais par contre on pourrait dire les choses clairement et dire voilà, si vous le souhaitez, vous pouvez très bien ne pas consommer de viande, il n'y a aucune conséquence néfaste pour la santé, au contraire. Et si vous souhaitez consommer de la viande, vous avez intérêt à en consommer une quantité modérée. Probablement qu'il ne faudrait pas dépasser 25 grammes par jour de viande rouge. Mais on a du mal à dire ces choses-là parce qu'elles sont très en décalage avec notre culture. Donc on préfère rester dans le flou en fait. Parce que manger de la viande 1 à 2 fois par jour, en incluant dans les 1 à 2 fois la viande, le poisson et les œufs, c'est pas très précis. Ça n'interdit pas le fait de surconsommer la viande rouge, de la consommer à tous les repas. En fait, la formation des nutritionnistes n'est pas optimale. C'est-à-dire, au fait, lorsqu'on devient diététicien ou nutritionniste, bon, on fait confiance à notre professeur, on fait confiance en quelques livres de référence qui ne sont plus du tout pertinents sur le plan scientifique. Et on tombe dans le travers de proposer ce qui est culturellement acceptable et non pas qu'est-ce qui serait optimal à la fois pour la santé et l'environnement. Et ce qui est intéressant dans cette question, c'est que finalement, les questions nutritionnelles sont les plus complexes parce que on ne peut pas dire que manger un tout petit peu de viande, c'est mauvais pour la santé. On ne peut pas dire ça. Par contre, c'est impossible de nier le fait que la consommation de viande a un impact absolument majeur sur l'environnement. Il faut à peu près 3 fois plus de terres arables en mangeant de la viande qu'en n'en mangeant pas. Ça, c'est absolument majeur. Ces choses-là ne sont pas dites. Globalement, on n'encourage pas les Français à diminuer leur consommation de viande. Et ça, c'est un peu incompréhensible. C'est incompréhensible parce que c'est dans l'intérêt général. On sait très bien que les habitudes sont difficiles à changer, donc on ne veut rien imposer, ce qui est tout à fait, à mon avis, une bonne chose. Mais par contre, il est anormal que la filière viande reçoive autant de subventions, ce qui aboutit in fine à un prix artificiellement bas d'aliments pas toujours très bons pour la santé comme la viande, les produits laitiers, et des prix anormalement élevés pour les fruits et légumes, notamment de la filière biologique, qui là sont difficilement critiquables. Hein. Leur impact sur l'environnement est faible, il n'y a pas de résidus de pesticides, c'est des aliments qui sont riches en antioxydants, donc ça c'est vraiment dommage. Je pense qu'en fait que le rôle des recommandations officielles, ce serait d'encourager des pratiques qui sont de l'intérêt général. Plutôt défendre l'intérêt général que défendre l'intérêt particulier ou défendre le système de culture dominant, parce que
défendre le système de culture dominante, ça n'a pas d'intérêt. Je veux dire, chacun est libre de faire ce qu'il veut, on est capable tout seul de faire, de manger comme on a envie de manger. La recommandation, ça doit être là pour nous encourager à avoir une pratique qui est meilleure que l'ancienne. Or, à mon avis, ce n'est pas du tout le cas. Ou peut-être pas du tout, mais c'est trop peu le cas.